dit-elle en faisant référence à Julie, la standardiste. Elle n'est pas rendue si tu essaies de lui vendre ça. T'en as vendu combien? Ben, en comptant avec toi, ça fait 0, admit JC, dépité. C'est alors que l'esprit commercial de Nancy reprit le dessus. Elle vit une occasion de s'amuser aux dépens de son collègue. J'ai une proposition, dit-elle, un éclair malicieux dans les yeux. Tu me vends les 3 et je te paye un pot. Juste un pot? OK. Tu en vends un, je te paye un pot. Tu en vendes 2. Elle fit une pause dramatique. Je me mets en mini-jupe pour la journée. Les yeux de Jean-Claude s'illuminèrent. Et si je fourgue les 3? Si tu fourgues les 3, elle fit semblant de réfléchir. Plus rien. Tu seras nu. Laisse-moi bosser, s'écria JC, galvanisé par le défi. Je te donne un petit aperçu. Ragaillardi, il se mit en quête de sa prochaine victime. Ce fut Fred, la secrétaire de Nancy, une jeune femme au style affirmé et à la répartie cinglante. Il l'aborda avec l'assurance d'un conquérant. Fred, tu devrais écouter ça. Le son, c'est trop du ballon là-dedans. On dit de la balle, corrigea Tay, elle inversant l'erreur précédente pour le déstabiliser. Oui, enfin, c'est pareil. C'est trop d'abombe. Pourquoi pas un manche-disque, Fred? Son argumentaire était un chef-d'œuvre de mauvaise foi. Il inventa une provenance prestigieuse pour l'appareil. Je tiens ça de mon beauf qui travaille pour l'aérospatiale. Il m'en a refilé 2 en test. Il parla d'une petite caution de 500 francs qu'il descendait immédiatement à 300, ajoutant avec un clin d'œil complice. Et tu me diras merci plus tard. La réponse de Fred fut sans appel. Non. Je vais te dire non, merci tout de suite. Et il a pas écrit pigeon là. Échec cuisant. Jean-Claude sentit son assurance s'effriter. Il lui fallait un autre angle d'attaque. Il avisa André, le chauffeur du président, un homme simple et direct. « Salut André, toi, tu dois être le genre de mec qui adore la musique. »« Ben, je m'en fous, ça sert à rien de le dire, » répondit André, pragmatique. JC tenta l'argument de la séduction. Parce que pour emballer les gonzesses, la musique, c'est un must, hein? André le regarda, perplexe. « T'as pensé à la voiture de sport? À la propriété de 500 hectares? C'est pas mal non plus, non, c'est plus classique déjà. » Le fossé culturel était trop grand. Jean-Claude, désespéré, tenta une approche plus personnelle. « Et sinon, pour ta mère? »« Ma mère, elle est dans un poumon d'acier depuis 2 ans. » Un silence gêné s'installa. Jean-Claude, incapable de s'arrêter, commit l'irréparable. « Et il n'y a pas moyen de glisser un petit Walkman? » André le foudroya du regard. La vente était, une fois de plus, un échec total. La journée avançait et les Walkmans restaient invendus. Jean-Claude était au bord du désespoir. Il croisa Hervé. « Hervé, tu veux pas... Ah, Jean-Claude! » Pour une fois, Jean-Claude. Il est con. Mais... Marmonna Hervé en passant sans lui laisser le temps de finir sa phrase. C'est alors qu'il recroisa Nancy. Elle l'attendait au tournant. « Alors, Jean-Claude, t'en es où? » Il fallait mentir. Encore. Mais cette fois, un mensonge glorieux. « Ah bah, j'ai tout vendu, hein? » claronna-t-il. « C'est parti comme des petits pains. J'en aurais eu plus, je les aurais fourgués pareil, même tarif. » Nancy parut impressionnée, trop impressionnée. « Bah, tu sais que ça tombe bien, parce que je me suis dit qu'un mec de ta classe, un striptease, c'était un peu court. » Le mot striptease flotta dans l'air. Jean-Claude n'avait pas entendu la proposition initiale de Nancy, qui était plus rien, mais son imagination s'emballa. « Alors, tu me vends ces 3-là? » dit Nancy en sortant de son bureau un autre carton, identique au premier. 3 autres Walkmans, tout aussi invendables. Le piège s'était refermé. Jean-Claude, prisonnier de son propre mensonge, ne pouvait plus reculer. « Ouais, t'as tout compris, bafouillaté. Super. Samedi, j'ai la kermesse de l'école. On se voit là-bas? »« Je m'arrange, répondit JC, le cerveau en ébullition. L'échange d'argent se fit rapidement. 900 francs. La transition récente vers l'euro ajoutait à la confusion générale, mais la douleur, elle, était bien réelle, quelle que soit la devise. Nancy s'éloigna, victorieuse. Jean-Claude se retrouva seul, avec 3 nouvelles merdes invendables sur les bras et 900 francs en moins dans sa poche. Il fit un rapide calcul mental, un exercice toujours périlleux pour lui. Bon, ouais, je me retrouve avec 3 merdes invendables. 900 balles, plus 900 balles que j'ai perdues. Ça fait 600 balles de perte. Sa logique était aussi défaillante que sa stratégie de vente. Il soupira, écrasé par le poids de sa propre bêtise. D'un autre côté, il avait vu le regard de Nancy. Un regard qui... Non, il n'avait rien vu du tout.
Il était juste un commercial raté avec une collection grandissante de lecteurs cassettes. La journée allait être longue. Chapitre 3. Le vol de l'autruche. L'invitation de Guillaume de Marigny à la représentation de Maïva n'était pas une simple suggestion culturelle. C'était un test, une autre épreuve dans la longue série de défis sociaux que Jean-Claude semblait destiné à échouer. Maïva, la documentaliste de l'entreprise, était une âme sensible et poétique, et ses incursions dans le monde de la performance artistique étaient des événements redoutés par la plupart des employés. Ses spectacles étaient un mélange déroutant de poésie hermétique et de théâtre expérimental, le genre de performance où le public passe plus de temps à se demander ce qu'il est en train de regarder qu'à véritablement regarder. Jean-Claude, bien sûr, n'avait aucune intention d'y aller. Mais il ne pouvait pas simplement refuser. Il fallait une excuse en béton. Et c'est là que sa fidèle Citroën Xantia entra en scène. La Xantia était la fierté de Jean-Claude. Une berline familiale qui, dans les publicités, était présentée comme une merveille de technologie, capable de virer totalement à plat grâce à sa suspension hydropneumatique. Pour JC, elle était surtout une source constante de petits tracas mécaniques qu'il tentait de résoudre lui-même avec un optimisme inversement proportionnel à ses compétences en bricolage. Le soir du spectacle, il avait décidé de changer une ampoule de phare. Une opération simple, en théorie. Mais entre les mains de Jean-Claude, la simplicité devenait un défi homérique. Après avoir lutté une demi-heure avec le capot, il réussit à ouvrir le boîtier du phare, mais laissa tomber la nouvelle ampoule dans les entrailles du moteur. En essayant de la récupérer avec une pince à cornichon, il débrancha accidentellement un fil. En tentant de rebrancher le fil, il fit tomber la pince. La soirée se termina avec Jean-Claude, couvert de graisse, jurant contre la technologie française, la pince à cornichon et son propre destin. Il avait complètement oublié le spectacle. Le lendemain matin, la réalité le rattrapa brutalement. Il croisa Maïva près des ascenseurs. « Alors le spectacle, c'était super, non? » demanda-t-elle, les yeux brillants d'une fierté artistique non dissimulée. « Ah oui, super, mentit JC. Un peu long, mais tellement beau. » Il se sentait pris au piège. Il devait trouver des détails, des preuves de sa présence. Il se tourna vers son oracle habituel, Hervé. « Hervé, je suis dans la merde, lui avoua-t-il la voix basse près de la machine à café. Hier, j'ai raté le spectacle de Maïva. J'ai pété l'Ixantia. »« Encore, soupira Hervé. T'as un abonnement ou quoi? Mais je te dis que c'est vrai, j'ai pété la croix de l'Accentien. » Il avait inventé ce terme technique sur le champ. Ça sonnait bien. Croix de l'Accentien. Solide. Hervé leva les yeux au ciel. De toute façon, c'était une daube. 3 heures que ça a duré. Moi, j'étais au premier rang, j'ai même pas pu m'esquiver. Je m'en fous de ça, coupa Jean-Claude. Ce que je veux, c'est la draguer, Maïva. Tu comprends? Alors, il faut que tu me racontes l'histoire. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est de la poésie, Jean-Claude. Hervé, dans un élan de supériorité culturelle, se lança dans une description absconse du spectacle. À un moment, ils sont là, 20 minutes sur scène, immobiles. Tout ça pour symboliser 20 siècles de répression culturelle. Jean-Claude était effaré. C'était ça l'art. Il avait bien fait de rester avec son moteur. Mais il avait besoin de plus. D'un détail croustillant, d'une image forte. Raconte, vite. Hervé, à court d'idées, se souvint d'un fragment particulièrement étrange. Ah si, le moment où elle fait l'autruche. Les oreilles de Jean-Claude se dressèrent. L'autruche. Voilà une image qu'il pouvait exploiter. Et à force de mouliner avec ses bras, là, elle parvient à s'envoler. On voit même pas les fils. C'est vrai, c'est une façon sublime de symboliser la liberté, c'est-à-dire. Chapeau, l'artiste, hein. Armé de son autruche volante, Jean-Claude se sentait invincible. Il attendit le moment propice et aborda Maïva avec l'air d'un critique d'art chevronné. « Maïva, je repensais à ton spectacle hier soir. Superbe, magnifique. » Il marqua une pause pour le suspense. « Et surtout le moment où tu fais l'autruche. » Le visage de Maïva se figea. Et à force de mouliner, là, tu parviens à t'envoler. On voit même pas les fils. Quelle façon sublime de symboliser la liberté. Chapeau, l'artiste! J'ai adoré. Il attendait les remerciements, les larmes de gratitude d'une artiste enfin comprise. Au lieu de ça, le regard de Maïva devint glacial. On a annulé la représentation, Jean-Claude. Le monde de JC s'effondra. Mais, j'étais là. Dans le noir peut être que tu m'as pas vu. On n'a pas eu besoin de faire le noir, rétorqua-t-elle sèchement, parce que j'ai annulé et on t'attendait jusqu'à minuit pour rien. L'excuse ultime, la plus pathétique, lui vint aux lèvres. Mais je me suis peu.
est trompé de salle.